Donc je vais juste avant présenter donc notre prochaine intervenante justement, et qui est quelqu'un qui nous fait l'honneur de venir, le docteur Catherine Lord, qui est psychologue clinicienne, mais que je ne présente plus en France, puisque vous connaissez tous Catherine Lord, notamment parce que c'était la créatrice de nos outils standardisés, l'ADI, la DOS, la SCQ, ceux qu'on utilise, nos bases de diagnostic en France. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des suivis longitudinaux qu'on n'a absolument pas encore nous réussir à construire en France, d'accord. Elle a des suivis de cohortes d'enfants depuis 30 ans, donc elle va nous raconter tout ça. Merci beaucoup à vous. Je ne dis pas tous ces titres qui sont trop importants et qui sont de toute façon dans votre bulletin. Et je vous donne la parole. Elle va exposer l'un des grands axes qui est en filigrane de cette université d'automne, qui sont les grands oubliés de la recherche et qui sont la recherche participative. D'accord ? Merci, Dr. Lord. Alors, c'est vraiment super chouette d'être ici. J'étais ici, je crois, il y a 20 ans maintenant. Et j'ai vraiment tellement adoré. Je reviens, les gars. Merci beaucoup de m'avoir invité à revenir. Et merci à tous les organisateurs pour tout ce que ça représente, cette conférence. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les slides, s'il vous plaît ? Donc, je vais maintenant parler de l'autisme profond, profound autism, autisme profond. Et je crois que ce que je voudrais faire, voilà, merci. Donc, la première chose que je voudrais faire, alors la slide suivante, s'il vous plaît, c'est que j'ai des conflits d'intérêts, je dois déclarer parce que, en fait, évidemment, sur la DOS, je ne sais pas ici de vous vendre quoi que ce soit, même si c'est lié en lien avec des choses avec lesquelles je suis en lien également. En fait, l'argent, ça va vers Have Dreams, qui est un super programme pour les personnes qui ont un autisme. Donc, tout l'argent va vers Have Dream. Et puis, bon, en fait, j'aurais dû prendre... Est-ce que vous pouvez lui donner le pointeur ? Ah ben, maintenant, ça va marcher. Et puis, je reçois aussi des financements de différentes institutions qui ne sont absolument pas liées à ce que je vais dire, ni responsables. Donc, vous avez peut-être vu cette slide avant, et je pense qu'en fait, l'autisme, c'est quelque chose qui se présente de façon différente avant même que les enfants arrivent, et quelque chose de différent dans leur fonctionnement cérébral qui affecte l'apprentissage et la manière dont ils reçoivent l'information. Donc, c'est un trouble développemental qui signifie en fait des changements dans le développement, un développement qui n'est pas fixe, mais qui affecte effectivement aussi le développement. Et je crois que l'exemple, c'est avoir un autisme, et je vais utiliser le mot autisme, mais ça va être interchangeable avec ASD, c'est-à-dire Autism Spectrum Disorder, ou TSA, trouble du spectre de l'autisme. Donc, par exemple, la manière dont les enfants manifestent de l'attention pour quelque chose, ou la vitesse à laquelle ils manifestent de l'attention. Je me souviens d'un enfant qui allait à l'école dans le hall, et tous les jours, je lui disais « Allez, salut !» Et puis, 2 secondes après m'avoir vu, il dit Hi, Dr. Lord, 2 secondes après, et un petit temps de décalage de 2 secondes. Et en fait, il y a une petite partie de ça qui est en lien avec l'autisme, et ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas faire des choses, mais en fait, ce que ça signifie, c'est que l'information, sur la base d'information à partir de laquelle ils démarrent, cette base est différente parfois. Peut-être que ça peut être une meilleure information sur certaines choses que ce que moi je reçois, parce que leur attention est mieux focalisée sur certaines choses. Mais également, ils ont moins d'attention, ou alors une attention un peu décalée de 1 ou 2 secondes par rapport à autre chose, ce qui veut dire qu'ils ont une information différente, et je pense en particulier à des enfants jeunes avec autisme qui peut-être ne parlent pas encore, qui ont moins d'expression du visage ou qui n'ont moins de gestes.
et il nous donne moins d'informations en retour et ce qui induit chez nous un comportement différent. Et en fait, on sait qu'il y a tout un tas d'études qui montrent que beaucoup d'adultes, en fait, se comportent différemment avec des enfants qui ont un autisme qu'avec des enfants neurotypiques à cause de l'enfant. Mais c'est pas le parent qui fait l'autisme, c'est que l'enfant avec autisme produit un comportement différent chez son parent et qui représente en forme d'une sorte d'adaptation, pas toujours, mais parfois. Et donc cette slide, je l'ai mise parce que la fille à droite, elle a un autisme classique. Alors vraiment, et elle avait tout un tas de sentiments, ou en tout cas des problèmes sensoriels par rapport au toucher, par rapport à le fait, enfin les odeurs, le toucher, ce qu'elle voulait voir, ce qu'elle voulait. Elle aimait bien faire les puzzles et vraiment elle était meilleure que je pourrais jamais l'être. Elle est non verbale, mais elle a la chance d'avoir des parents absolument dévoués et consacrée à l'aide qu'ils pouvaient lui apporter, et à 3 sœurs, et vraiment le rêve, 2 sœurs plus âgées et une sœur plus jeune. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous le voyez là, dans ce canot, avec donc comment dire, un gilet de sauvetage. Et pour quelqu'un qui a des problèmes sensoriels, un gilet de sauvetage, mais là on voit qu'elle est heureuse. On l'a pas juste collée là. En fait, sa maman a commencé à travailler quand elle avait 2 ans, à l'inclure et à faciliter les choses et à rendre les choses plus faciles pour elle. Et je me souviens que sa mère avait dit qu'elle allait à McDo et qu'il y avait elle a pris une photo du menu. Et puis elle a plastifié et elle a en fait fait une photo de chaque chose que sa fille voulait, et elle pouvait pointer sur ce qu'elle voulait, des frites. Et en fait, elle voulait par exemple des frites immédiatement, même si elle pouvait attendre pour d'autres choses. Et grâce à ça, elle pouvait l'emmener au resto alors qu'elle pouvait pas. Et en fait, là, il s'agissait vraiment de faire en sorte que cet enfant puisse être inclus. Et ce qui était vraiment fantastique parce que ça lui facilitait les choses. Et à partir de là, on peut attendre d'elle qu'elle fasse les choses. Et elle a été la prom queen, c'est-à-dire la vedette de la soirée de promotion de son lycée. Et elle fait tout un tas de choses. Elle a de l'autisme. L'autisme n'a pas disparu, mais en tout cas, on a pu lui permettre d'apprendre et de recevoir des informations d'une manière qui avait du sens pour elle. Et en fait, c'est ce que nous, chacun d'entre nous ici dans cette pièce, on essaye de faire, c'est que on fait en sorte que les personnes puissent apprendre et qu'elles reçoivent des opportunités pour apprendre. Parce que il est possible pour moi d'enseigner quelque chose à un enfant, mais s'il ne peut pas pratiquer ce qu'il apprend dans un environnement qui le soutienne, qui lui permette de le faire, ça sert à rien, en fait. Donc, à partir de là, je vais parler maintenant de profound autism, autisme profond. Et ce terme de autisme profond, c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est un nom qui est imparfait, qui est en construction encore. C'est un terme, une terminologie en évolution, parce qu'en fait, ça vous donne juste le nom de toutes les personnes qui travaillent dans le Lancet, la commission Lancet. C'est un groupe de personnes qui comprenaient, donc The Lancet, ce journal britannique, voulait qu'on prenne différentes personnes de différentes disciplines et de différents pays pour parler de l'avenir de la recherche dans l'autisme. On a eu des gens de 6 continents, 13 disciplines et 32 personnes, différentes personnes qui avaient de l'autisme elles-mêmes. Et puis, l'une des choses que ce groupe a dit, c'est que notre première priorité, c'est l'urgence. Parce que, au moins aux États-Unis, il y a énormément d'argent qui est parti dans la biologie de l'autisme, et ça, c'est très bien. Mais en fait, ça ne va pas forcément aider les enfants, et certainement pas les enfants qui sont là aujourd'hui. Ça n'est pas que ça n'aide pas, mais c'est un investissement à très long terme. Mais qu'en est-il de nos besoins à court terme des gens
gens qui sont là. Et une deuxième priorité, c'est qu'on connaît plein de choses. On a beaucoup de connaissances, mais on ne les utilise pas toujours, certainement dans le milieu de la clinique, mais pas en dehors. Dans la communauté, dans la collectivité, on s'assure pas que les choses se produisent vraiment dans la vie. Et puis, ce que vous ne voyez pas en bas de page, c'est que, en fait, il s'agit de reconnaître que la neurodiversité et la diversité de l'autisme, c'est quelque chose de très important, et il faut reconnaître que, pas le fait que deux autistes ne se ressemblent pas, mais ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on fait. En fait, voilà. Les conséquences de ça, c'est que la recherche a besoin de prioriser au-delà de la science de base. Moi, je veux pas dire que la science de base n'est pas importante, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le résultat, ou en tout cas le retour sur investissement, ça va venir dans longtemps. Mais il nous faut également considérer que ce qu'on sait par rapport à l'autisme dans les cultures, et je peux pas vous dire dans la culture française ou dans la culture britannique ou ce que vous devriez faire, mais il faut qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui vis aux États-Unis et par rapport aux enfants que je vois et qui vivent là où je vis? Il faut aussi se rappeler que beaucoup des choses que l'on sait ou que l'on apprend ne sont ont une pertinence pour les autres situations de neurodivergence, parce qu'il y a des superpositions de problèmes, parce que voilà, d'établir une ligne très forte entre ce qui est autisme et ce qui ne l'est pas, ça peut en fait très très arbitraire. On peut avec l'ADOS par exemple et des outils diagnostiques tracer cette ligne de façon clair, mais ça, c'est pas vraiment la réalité. En fait, c'est pour pouvoir communiquer entre nous. La réalité, c'est que, en fait, les choses sont beaucoup plus floues et fluides, liquides. Ce que l'on propose, et je vais pas trop passer de temps sur ce tableau, mais c'est, en fait, cette notion qu'on a une espèce d'escalade de la prise en charge du soin. En fait, il faut décider de ce qu'on va faire autour de ce qui est le plus important pour cette famille, pour cet enfant. Et si vous avez affaire à un adulte, cet adulte, au lieu de faire ce que l'on fait ordinairement. Et ça, c'est quelque chose d'assez différent, en fait, de la médecine ordinaire. Et ce qu'on va dire, vous pouvez pas lire, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous avez un enfant qui a des problèmes de sécurité, si votre souci, c'est que cet enfant va fuguer, sortir, ou si vous avez peur qu'il se fasse mal en se pointant une pique dans l'œil, c'est ça la priorité. Il faut s'en occuper. Et si vous avez un enfant qui a de l'épilepsie, par exemple, il faut s'occuper de ce qui est le plus pertinent pour la sécurité de l'enfant de cet âge-là, dans les circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve. Est-ce que cet enfant va à l'école avec d'autres enfants neurotypiques ou non? Et la famille, qu'est-ce qu'elle veut? Que veut la famille? Qu'est-ce que la famille peut faire? Certaines familles peuvent tout laisser tomber et s'organiser autour de l'autisme d'un enfant. Et certaines familles n'ont pas les moyens de faire ça. Donc, comment allons-nous les aider? Et puis, au-delà de ça, en fait, les étapes, c'est ce qui est le plus facile pour cette famille et pour cette personne. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient et qui dit je veux des médicaments, et quelqu'un qui vient et vous dit mais moi je veux pas de médoc, je veux un groupe, je veux pouvoir parler à quelqu'un, ou alors quelqu'un qui vous dit moi je veux des médocs, je veux parler à personne. En fait, l'idée là, c'est vraiment d'essayer d'individualiser, de personnaliser ce que l'on fait. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un concept par rapport à cette notion d'autisme profond? En fait, c'est un concept qui a été élaboré par la commission Lancet. On se souciait toutes du fait que la recherche faite en autisme consistait à une recherche sur l'autisme verbal, sur des enfants blancs de la classe moyenne qui peuvent parler, ou des adultes qui peuvent parler,
ou qui peuvent donner leur consentement et donc on n'a pas de souci d'avoir le consentement, ou alors des personnes qui peuvent rentrer dans un scanner ou qui se laissent tester de façon réelle. En fait, la recherche, elle se concentre là-dessus, et je pense que dans les médias aussi, il y a tellement eu de focus sur l'autisme, et beaucoup de ces choses sont très utiles, mais la plupart, c'est comme le film The Good Doctor. Vous connaissez cette série? Je ne sais pas comment le mari de Amy Schumer, c'est des gens qui ont vraiment plein de fric et qui sont très très intelligents. Et tous les gens qui ont de l'autisme ne sont pas tous super savants. Et puis, certainement, beaucoup de gens qui ont un autisme ne sont pas très riches. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont un autisme, ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, en fait, être les avocats de leur propre cause. Ils ont besoin de soins intensifs. Et parfois, il y a des lois qui sont proposées par des personnes qui s'occupent des droits des handicapés. Par exemple, le seul groupe, en dehors des pédophiles, qui ne peuvent pas vivre proches côte à côte dans certains États, c'est les personnes avec autisme, parce que il y a des lois qui interdisent que deux personnes qui ont un autisme vivent à moins d'un kilomètre de distance, d'1,5 kilomètre. Et donc, mais qu'en est-il des personnes qui veulent vivre ensemble, des personnes qui peuvent fonctionner vachement mieux ensemble, ou alors sur un forum, ou alors, et puis, par exemple, pour faire fonctionner un forum, il faut être plusieurs. Alors, pour les parents, la question, c'est que se passe-t-il pour nos enfants une fois qu'ils sont adultes? Et donc, je voudrais dire qu'en fait, le focus, c'est sur les individus qui ont en fait des incapacités, des handicaps substantiels. Et beaucoup d'entre eux ont également des difficultés complexes concomitantes, comme par exemple l'automutilation, l'épilepsie, l'agressivité. Et je pense que la proposition du Lancet, du groupe, c'est de commencer à identifier ce groupe, pas dans la prime enfance. Par rapport à ça, j'ai vraiment des sentiments très forts, parce que en fait, ça ne serait pas bien, et je ne pense qu'on ne peut pas les identifier à un âge très précoce, mais on peut identifier à un âge un peu plus avancé, et je vais parler de la manière dont on peut faire ça. Et juste pour vous montrer comment les recherches, les cohortes sont différentes, c'est que quand on a regardé 3 groupes différents pour le Lancet et qu'on a essayé de définir ce qu'est l'autisme profond par rapport au QI ou le niveau de verbalisation et par rapport au pourcentage de la population, donc ça va de 18% à 48%. Et en particulier dans les pays à revenus très bas, ce qui n'est pas le cas de la France, les personnes qui s'identifient comme autisme et qu'on appelle autisme profond, il est très élevé. Mais on l'oublie ça en fait, parce qu'on vient de pays plus riches où ce qu'on voit, c'est plus de cas d'autisme plus subtil, pas profond. Et en fait, ça a à voir en partie avec les niveaux de sévérité du TSM-5. J'ai fait partie de ce comité et je peux le dire, c'est qu'on a détesté cette notion de niveau, mais on nous a demandé d'établir des niveaux de sévérité et ça nous a vraiment préoccupés par rapport à cet niveau de sévérité qui pourrait être utilisé comme un couperet, une guillotine de part et d'autre de laquelle les gens reçoivent ou ne reçoivent pas de soutien. C'est trop sévère et donc ils vont pas recevoir de soutien, ou ils sont pas assez sévères et ils ne reçoivent pas de soutien. Ça, c'est vraiment un non-sens, parce qu'on a essayé d'écrire quelque chose pour permettre que personne ne perde du soutien. Et puis, quand on a étudié ces niveaux de sévérité, en fait, ça ne marche pas. Ça n'est pas fiable de la mère du père au clinicien. Et puis, dans le temps, entre les personnes, en interpersonnel et en intertemporel, ça ne marche pas. Ça n'est pas stable. Et c'est pour ça qu'on voulait un terme différent, et je pourrais vous parler pendant des heures pour défendre la notion d'autisme profond. Et en fait,
j'ai dit non, les gars, j'ai mis mon poing sur la table pour dire non, on n'appellerait pas ça autisme sévère. Quelqu'un qui est sévèrement touché par l'autisme, qui n'a pas tel type de problème, mais qui a d'autres types de problèmes. Et puis, voilà. Et puis, nos niveaux de sévérité, ça monte, ça descend selon le contexte. Et donc, moi, j'ai dit non, j'ai mis mon poing sur la table. Non, on ne parlera pas de sévérité. Et le consensus s'est fait autour du mot profond. Mais si vous avez une idée, s'il vous plaît, dites-moi profond. Mais en fait, on n'en parle pas comme un diagnostic différentiel. C'est quelque chose qui est destiné à attirer l'attention sur le fait que parfois, on parle principalement de gens, de personnes qui ont qui sont moins touchés. Et en fait, c'est pour rappeler aux gens, quand on dit par exemple que tout le monde peut avoir un travail à temps plein et qu'ils veulent avoir des revenus, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir cette attente, pour lesquelles on ne peut pas avoir cette attente. Voilà, il y aura d'autres définitions dont on va parler, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il s'agit en fait d'attirer l'attention sur ce groupe. Ça ne veut pas dire que c'est un autre groupe diagnostique, c'est juste pour dire, voilà, il faut qu'on s'en occupe de ces situations. Il y a des gens qui vont dire non, mais je veux pas qu'on utilise ce terme pour qualifier mon enfant. Très bien. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on encourage les gens à réfléchir à ces situations qui pourraient être invisibles. Voici les échantillons qu'on a utilisés. MOBA à gauche, ça a été étudié en Norvège sur 100 000 femmes enceintes et les enfants ont maintenant 15-16 ans aujourd'hui, donc sur une cohorte de femmes depuis la grossesse. Et donc, c'est presque une échantillon de population totale. Et les autres enfants qui ont un autisme en Norvège, il n'y a que à peu près 18% qui ont été sur ce critère d'autisme profond. La définition, c'était QI de moins de 50, tous les types de QI, verbal, non verbal, etc. et ou très très peu d'habilité linguistique, des phrases mémorisées peut-être, mais très très limitées sur le plan verbal. Sur l'échantillon SNAP, qui représente théoriquement des enfants à Londres, vous allez voir en bleu là, la proportion était 23%. La proportion d'enfants avec autisme qui ont coché les critères de autisme profond. Et puis, j'ai un échantillon d'enfants qui ont été identifiés il y a 32 ans, à l'âge de 2 ans. Et dans cet échantillon, c'est 48%. Et qui que ce soit ceux qui ont été identifiés il y a 40 ans avec autisme, voilà en fait. Et donc, la proportion de filles, de femmes dans le groupe, et vous voyez que en fait le premier c'est les filles et puis le deuxième c'est les garçons. Il y a eu plus de filles proportionnellement dans ce groupe que dans les autres groupes. Et ça, c'est peut-être parce que on a manqué sont passés en dehors de nos radars des cas un peu plus légers, si on peut dire. Mais c'est aussi parce que les filles survivent à des situations et des conditions génétiques beaucoup plus complexes. Les filles sont beaucoup plus, résistantes et survivent. Donc, c'est peut-être une combinaison de ces deux choses-là. Et on a aussi demandé pour l'étude Lancet, quand est-ce qu'on peut diagnostiquer ça, en fait? Mais en fait, c'est une question qui me rend très, très inquiète. Comment diagnostiquer pour un enfant qui a juste 2 ans, de leur dire votre enfant a un autisme profond? Non, c'est pas possible à cet âge-là. Ce qu'on a fait, c'est que sur l'échantillon longitudinal, on peut revenir en arrière et dire si cet enfant sur cet enfant-là, à quel moment est-ce qu'on aurait pu diagnostiquer? En fait, dans le SNAP, on aurait pu diagnostiquer à 15. Et maintenant, ils ont 25. Et puis, dans notre
dans l'exemple du milieu, on aurait pu diagnostiquer à 5 ans, mais moi, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais si on regarde à 9 ans, on peut faire un meilleur travail. Et en fait, les enfants qui auraient pu, à 9 ans, tomber dans cette catégorie, ils restent encore à l'âge de 30 ans. Et les enfants qui sont sortis de cette catégorie, c'est ceux dont le QI a augmenté de 3 points. Je vais vous montrer maintenant des vidéos de différents enfants et qui ont grandi, et qui ont un autisme profond. C'est ça dont je parle. Allez, on va lancer la vidéo. C'est cet enfant. C'est un enfant, mais le plus mignon, mais alors le plus autistique que j'ai vraiment rencontré, 19 mois. Et vous allez voir que il est en train de prendre un diagnostic ADOS. Elle est juste là en face et elle lui envoie les bulles dans sa figure, au visage. Et là, il est en face. Vraiment, ça le touche pas, quoi. Il ne réagit pas à toutes ces bulles. Et voilà sa grand-mère derrière lui et sa maman en bas avec la petite sœur bébé. Et voilà, il a enfin remarqué une bulle. Il regarde sa grand-mère, on dirait qu'il va vers sa sœur et puis il zappe. Et hop, il fait... Et moi, ce que je veux vous voir observer, c'est... Et finalement, il a remarqué la bulle. L'important, là, c'est qu'en fait, ça lui a pris du temps, mais il l'a fait. Il a fini par le remarquer. Et il était tellement, vraiment très éthéré, tellement mignon, mais tellement hors sol, on va dire. Enfin, le voilà le même à l'âge de 9 ans. Ça marche pas la vidéo? Bon. Et là, ici, maintenant, en fait, à 9 ans, il s'est mis à aimer les gens, très, très amical, très heureux, mais clairement, sur le plan développemental, pas mal en arrière, plutôt comme un enfant de 3 ans alors qu'il en avait 9. Mais il pouvait produire des phrases simples. Et le voici à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, il vivait avec ses grands-parents. Et en fait, c'est eux qui s'occupaient des grands-parents. Et quand on l'a vu à 20 ans, il venait d'apprendre à changer les draps d'un lit et sa grand-mère avait besoin de mettre sur un calendrier le jour sur lequel il pouvait changer les draps parce qu'il adorait tellement changer les draps qu'il s'est mis à les changer tous les jours. Et puis, il nous a aussi donné à boire et décomposer notre verre. Et il le prenait puis il le mettait systématiquement au lave-vaisselle. Vraiment super gentil garçon, mais voilà. Donc il avait un boulot où en fait il travaillait comme assistant dans une boulangerie en bas de sa rue, pas toute la journée, mais juste une partie de sa journée, et il était un enfant heureux, une personne heureuse. Et alors ce qu'on essaie de lui faire là, c'est vraiment une activité bizarre. Donc encore une fois, donc c'est de lui envoyer des bulles. Je ne sais pas si vous voyez son visage. Okay. Ready? Oh. Look at that. Hey, regarde. You like it? Yeah. Oh, should we do it again? Allez, on va refaire. Donc, elle vient de dire on va le refaire. Et en fait, vous l'avez pas vu, mais il a souri. Il a souri. Ce que je veux dire, c'est que en fait, si vous pensez à lui à 19 mois, quelqu'un qui lui souffle des bulles, qu'il ne remarque même pas, en fait, là, ici, il est très conscient que cette femme fait quelque chose et il fait du mieux qu'il peut pour faire ce qu'elle voudrait qu'il fasse. Mais il a encore un autisme, mais socialement, qu'est-ce qu'il a avancé? Pull it hard. Oh. Look, Quinn. Look at that. Yeah. Donc, on peut suivre la trajectoire, les trajectoires de différentes personnes dans notre étude. Une étude où on a vu 250 enfants de 2 ans
que l'on cherchait à diagnostiquer par un autisme potentiel. Et lorsque l'on a regardé en fait les changements dans le QI verbal, il y a un groupe dans lequel le groupe en vert tout en haut, où vraiment c'est exponentiel tout en haut et ça reste élevé. Et ça, c'est par rapport au QI, c'est-à-dire que, en fait, ils continuent à apprendre. Et vous avez aussi un autre groupe qui est très, très retardé et qui reste avec ce retard, même s'il y a un progrès. L'idée ici est similaire, mais juste à regarder, en fait, les scores linguistiques du Vineland, c'est-à-dire un outil diagnostique. Et vous voyez l'épaisseur de la ligne, c'est le nombre de personnes qui en font partie. Alors, le niveau de langue, non, en fait, c'est l'âge sur le côté et puis leur capacité linguistique. Je voudrais juste dire 3 choses ici. À 2 ans, même si ça a l'air très différent, ça ne l'est pas. Ces enfants-là sont entre eux. Presque personne ne parle vraiment. Et donc là, on peut pas vraiment prédire la direction, la trajectoire de la langue chez un enfant de 2 ans. S'ils peuvent parler, c'est génial. C'est très bien. Ça peut être un prédicteur. Mais s'ils ne parlent pas, ça veut pas dire grand-chose à ce stade-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit en fait un progrès vraiment très joli où les choses remontent pour une certaine proportion des enfants entre 2 et 5 ans. Donc un rattrapage massif. Et puis ensuite, les choses deviennent un peu plus droites. C'est pas que les gens ne continuent pas à apprendre, ils continuent à avancer et remonter. Mais s'ils apprennent très lentement à 5 ans, en fait, la probabilité qu'ils vont continuer à apprendre très lentement la langue est forte. On connaît sans doute 1 ou 2 enfants miracles qui, plus tard, ont fait un saut exponentiel, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas surdiagnostiquer l'autisme profond à un âge très précoce. C'est mon avis, parce qu'on ne sait pas et parce que on a besoin d'intervention précoce. Ça, c'est juste l'utilisation des QI d'années précédentes. Le point ici, c'est qu'en fait, tout à droite, la l'histogramme tout vert qui avait un QI très bas à 2 ans. Et en fait, presque tous sont en vert et qui continuent donc tous à avoir une sévérité de leur autisme. Et il y a une grande variabilité. Et regardez toutes ces couleurs différentes, ça peut en fait être des trajectoires qui partent dans tous les sens. Mais encore une fois, il faut vraiment être très 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 précautionneux, ne pas figer les choses sur un diagnostic. Sachez qu'il s'agit là d'une cohorte d'il y a 32 ans et je pense qu'il faut vraiment faire attention au développement. Et maintenant, je vais vous parler d'un article qui parle de stigmate et autisme profond, le stigmate. Et puis, regardez ce qui est en rouge. Alors, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on sait qu'il y a en fait une stigmatisation sur le fait d'être autistique, d'avoir de l'autisme. Et on a entendu beaucoup sur la question la question de stigma associé à l'autisme profond. Et la question de est-ce que ça va être mauvais pour les personnes? En fait, c'est pas l'autisme profond qui est mauvais, mais en fait, c'est la perception que c'est quelque chose de pas bien et également le fait que les gens n'ont pas suffisamment de connaissances de l'autisme. Et en fait, on espère trouver derrière le mot autisme quelqu'un qui va être un savant, Temple Grandin. Et Temple, c'est quelqu'un de génial, vraiment. Qu'elle soit autiste ou pas autiste, c'est une personne très inhabituelle qui est extraordinaire et qui a aussi eu à sa disposition des tonnes de ressources et qui a trouvé son truc, sa niche, on va dire. Elle ne peut pas représenter tout le monde. Et donc, il faut qu'on apprenne vraiment mieux et il faut qu'on aide les gens à comprendre que il y a des enfants qui ont de l'autisme et qui ne peuvent vraiment pas parler ni qui peuvent pas exprimer comment elles se sentent, ces personnes. Et en fait, la perception des parents
La perception des parents, c'est qu'il n'y a pas de service en quantité suffisante pour en particulier pour les adultes. Il n'y a pas de soutien sur ce que les adultes autistes peuvent faire, ce qu'ils peuvent avoir à leur disposition en matière d'aide et de soutien pour leur santé. Il y a une frustration par rapport à d'avoir même accès à des gens qui comprennent ça, et il n'y a pas suffisamment les gens. Peut-être qu'en France c'est mieux, mais aux États-Unis, le personnel qui travaille avec les adultes avec autisme, on leur paye des cacahuètes. C'est même moins que une heure de ménage. Donc les gens restent pas dans ces boulots super mal payés. Et donc dans ce groupe de personnes, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour trouver des meilleures manières de définir l'autisme profond. Et un des soucis, c'était qu'on utilise le QI avant. Et la raison pour laquelle on utilise le QI, c'est que, en fait, le QI se trouve dans plein d'ensembles de données. On peut le retrouver aux États-Unis. C'est aussi quelque chose qui permet d'avoir, en fait, pour avoir une couverture de sécurité sociale, il faut prouver qu'on a un QI très bas. Et donc, en fait, c'est quelque chose que l'on peut trouver dans les registres, dans les historiques. Je ne sais pas comment ça marche en France. C'est quelque chose que vous devez faire en France conformément à ce qui marche pour vous. Mais je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui n'utilise pas la notion de QI. Et donc, on a utilisé différents types de questions aux familles dont on savait, à partir des études longitudinales, c'est-à-dire des études de 250 personnes qui ont maintenant 30 ans. On a parlé des parents, on a parlé aux parents, parce que les adultes, on ne pouvait pas leur poser ces questions-là. On a demandé aux parents, par conséquent. Et à partir du moment où on a eu des résultats, que je vais vous montrer dans une minute, on a fait la même chose pour des patients que l'on voyait à UCLA. Et on a demandé, est-ce que la personne peut se trouver dans un espace ordinaire pendant 1 heure et être en sécurité? Est-ce que ça vous préoccuperait de laisser dans votre cuisine ou dans la maison, dans une maison non fermée? Est-ce que si quelque chose se passe et touche cette personne, ou s'il y a un incendie par exemple, est-ce que cette personne pourrait dire à un étranger ce qui se passe et demander à quelqu'un de les aider? Et voilà les 2 questions principales. Et ensuite, on a demandé, est-ce que ces personnes peuvent s'occuper de leur hygiène, ou est-ce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de les aider à prendre leur douche et les toucher pour les habiller? Parce que ça ajoute un risque. Et puis, ça veut dire également que certaines personnes ne le peuvent pas ou ne le feront pas. Et puis ensuite, on a demandé, est-ce que la personne peut gérer son propre argent? Pas qu'elles gagnent de l'argent, mais si elles ont de l'argent, est-ce qu'elles peuvent payer des factures? Est-ce qu'elles peuvent payer le loyer? Est-ce qu'elles peuvent aller à l'épicerie avec un peu d'argent pour faire des courses? Et on a également demandé si la personne peut circuler, voyager. Est-ce que vous avez Uber? Oui, bien sûr. Ça pourrait être prendre un taxi, par exemple. Est-ce que la personne peut faire ça? C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de savoir conduire, mais peut bouger. Et la question 6, c'est est-ce que la personne peut rester seule de façon régulière la nuit? Et on a parlé d'abord avec un groupe de parents sur leur souci principal. Et leur réponse, c'était la sécurité en l'absence de supervision. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas laisser leur enfant ou leur jeune adulte tout seul. Et la capacité à assurer une hygiène de base, c'est-à-dire la question de si je suis pas là, et si je le laisse dans les toilettes avec du PQ, il va utiliser tout le rouleau. Et si je suis pas là, il peut pas avoir le papier toilette dont il a besoin. Ou alors s'il est sous la douche, gérer l'eau chaude ou l'eau froide, enfin. Et il y a des personnes qui ont suggéré donc gérer l'argent, voyager, se déplacer et puis dormir, passer la nuit seul.
Donc, je n'essaye pas de convaincre de qui que ce soit de quoi que ce soit ici, mais bon. Mais lorsque l'on a regardé les groupes formés à partir de ces questions-là, absence de sécurité lorsque la personne est seule, incapacité à communiquer ce qui ne va pas, ça va dans le groupe autisme profond. Et puis, le groupe qui peut gérer l'argent, se déplacer, se laver. Et ça, c'est dans le groupe bleu. On essaye de ne pas dire qu'il n'y a pas de soutien parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de soutien pour obtenir ou garder un boulot. Mais bon, mais ça correspond en fait. La question, c'est à quel niveau de correspondance on a avec l'étude du Lancet. En fait, ce qu'on appelle Lancet High, c'est-à-dire un QI élevé, il y a des personnes avec un QI élevé qui a quand même besoin de soutien. Et puis au milieu, vous pouvez avoir que c'est du chaos. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un processus. C'est pas une fin en soi là. On n'est pas au bout du chemin. Et voilà, ça, c'est regarder les caractéristiques de l'autisme. Et ça, c'est les scores ADOS. Et en fait, ADOS, c'est en fait un test administré par un clinicien pendant 45 minutes, un certain nombre de tâches que l'on fait faire pour diagnostiquer l'autisme. En fait, c'est par rapport à la cognition des... C'est pas par rapport à la sévérité sur la trajectoire de la vie, c'est sur ces 45 minutes de passage du test. Ce que vous voyez que les personnes avec vraiment un autisme profond, ils ont un score plus élevé pour la communication sociale et que les autres groupes. Vous voyez ce groupe au milieu qui était énorme et puis le groupe avec besoin de soutien. Et vous voyez en fait les comportements répétitifs. En 45 minutes, il y en a plein. Et puis 5, ça serait un petit peu. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en fait. Il y a une différence sur ce que font les personnes, mais pas par rapport à la quantité dans nos groupes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que je voulais pas dire sévère, le mot ne me plaisait pas, parce que, en fait, la question répétitive, il y en a qui étaient très sévères par rapport à ça et qui sont très intelligents, et d'autres qui ne pouvaient pas parler. Donc ici, c'est le Vineland qui est par rapport aux capacités adaptatives et quotidiennes, des questions comme est-ce que vous pouvez prendre le bus, est-ce que vous pouvez vous laver, ou est-ce que vous savez vous habiller s'il pleut, par exemple. Et sur l'autisme profond, par exemple, vous voyez que avec nos questions, ça c'est très bas, tout à gauche. Et puis, là, en fait, il n'y a pas une superposition avec l'autisme profond. Et puis, voilà, il y a en fait, il y a une superposition au milieu, là, avec tout le monde. On ne sait pas, voilà, on a beaucoup de choses à faire par rapport à eux. Et ça, c'est l'échelle de comportement, des problèmes de comportement tels que j'ai décrit, moi. Ce que je n'aime pas, l'hyperactivité. Et ce que vous voyez, en fait, l'irritabilité à gauche, ou l'hyperactivité, l'irritabilité et l'hyperactivité, ça, c'est sur les rapports des parents. Et on voit que, en fait, c'est pas extrêmement différent. À droite, c'est juste un peu moins, mais on peut pas mettre les gens dans des groupes sur la base de ça. Ce que je veux dire, c'est que toutes les choses qui sont associées à l'autisme, ça voyage pas avec ces catégories, en fait. Donc, je pense que tout ce que ceci veut dire, c'est que on peut identifier des personnes qui ne sont pas en sécurité, soit parce qu'elles ne pouvaient pas dire à quelqu'un si on les laissait toutes seules,
elles pouvaient pas se remettre en sécurité en appelant à l'aide, ou alors elles pouvaient aussi se blesser en allumant par exemple la gazinière, ou alors se brûler, ou alors ne pas savoir comment nettoyer ou utiliser un couteau. Et en général, en fait, l'évaluation du QI, ça distingue les groupes très faibles et puis très élevés, et pas sur le groupe du milieu. Mais en fait, ce qui pourrait marcher, c'est en fait de poser des questions pratiques. Et en général, en fait, les groupes les moins affectés et les groupes du milieu se distinguaient principalement par des comportements répétitifs et par l'externalisation des symptômes. Et ça, c'est quelque chose que on n'a pas été surpris de voir ça. Les personnes qui ont un autisme, qui font des choses qui perturbent la vie des autres, comme frapper les autres, ou alors jeter des choses ou de la nourriture, ou alors avec un comportement de défi, ou alors qui sont limités par la société ou qui sont mettent dans des situations de difficulté. En fait, les groupes les plus affectés, les groupes profonds, et en fait, c'est la capacité à communiquer, et ça, c'est pas surprenant, parce qu'on pose la question sur et qu'il faut que la personne soit capable de dire ce qu'elle pense ou fait. Et puis, l'autre marqueur, c'est le niveau de langue. Je voulais aussi ajouter que on a essayé de faire ça avec des adolescents, mais ça ne marche pas avec des ados. Et pour les enfants, petits-enfants, ça ne marche pas. Parce que qui, de toute façon, va laisser un enfant de 8 ans tout seul pendant longtemps, ou alors lui laisser passer la nuit? J'espère qu'à 8 ans, on peut prendre sa douche ou un bain tout seul. Mais bon, la plupart des gens savent quand même ce qui se passe. Et en fait, il nous faudrait des outils différents pour caractériser les enfants si on veut en fait mettre le doigt sur ce groupe-là. Et voilà, je voulais finir par, voilà, on a demandé à des parents ce qui était le plus important pour eux, qu'est-ce qui vous aide le plus, qu'est-ce qui vous a aidé le plus ou qui vous a aidé le plus à différents moments de la vie de votre enfant. C'est une étude longitudinale, donc plus de la moitié de ces enfants sont quand même assez lourdement handicapés, mais à peu près 40% ont une intelligence moyenne, d'autres sont très intelligents, et ce que je veux vous voir observer, c'est la ligne rouge, c'est des gens, donc les gens, la famille, quand on leur demande, en fait, ils ont identifié en fait les humains, les gens, plus qu'un service en particulier. Le soutien d'une personne ou de 2 personnes, au lieu de dire ce qui m'a le plus aidé, c'est l'ABA ou alors tel outil ou tel. Ils ont dit non, c'était maman ou ma cousine ou Catherine. Et en fait, on aimerait que les gens nous mettent dans cette boîte-là. Et ça, c'était vrai à la fois pour les personnes autistes qui parlent pour elles-mêmes, ou alors les personnes autistes pour lesquelles, quelqu'un parle, et aussi sur en fait tout le spectre de QI. Et donc les services, la ligne bleue qui tombe là, la ligne du milieu, en fait. Ça, c'est ce qui a été rapporté par rapport à l'école maternelle. Et puis ensuite, au collège, la plupart des familles prennent l'école pour argent comptant, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être disponible. Et puis après, à l'âge adulte, c'est tellement difficile de trouver des services qu'en fait, en fait, la ligne bleue qui démarre d'en bas, elle monte, cette ligne bleue foncée. En fait, les activités dans lesquelles les enfants se sont engagés et que ces enfants ont aimé, et ça peut être n'importe quoi. Je vais vous montrer des exemples, en fait. Donc ça, c'est le taux de divorce, juste des familles qui ont un enfant avec autisme. Et vous voyez que en fait, le taux de divorce est au plus fort quand les enfants sont très jeunes. Je ne sais pas si les chiffres se retrouvent
comme ça en France, mais il faut y réfléchir. Il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire des enfants, enfin des familles d'enfants de 3 ans. Eh bien, c'est des familles qui risquent d'exploser à cause de l'autisme parce que c'est très, très dur. Et en fait, ces familles-là portent énormément sur leurs épaules. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça descend et puis ça remonte vers 10 ans et puis vers l'adolescence. Vous savez à quoi ça correspond? Les familles avec des enfants qui ont des très fortes habilités et non pas les autismes profonds. C'est des familles avec des enfants qui ont des compétences verbales. C'est très difficile parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il faut, mais en fait, la question de comment est-ce qu'on l'aide cet enfant, où est-ce qu'il doit être, et c'est pour ça que ça remonte ce chiffre et que c'est lourd pour les familles. Voilà, juste pour vous montrer 2 enfants encore. Mais même s'ils ont maintenant 32 ans, je continue à les appeler des enfants. Mais voilà, regardez ce que vous pensez de ce petit-là. Mais il est tellement mignon et puis très très heureux. Et la première fois qu'on le rencontre, on se dit mais c'est pas possible que ce soit de l'autisme. Mais il avait tellement de comportements répétitifs et puis il n'était pas dans la réciprocité. Il était tellement mignon que nous on était dans la réciprocité, pas lui. Et maintenant à l'âge de 30 ans, il est toujours aussi mignon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a vu à 36 ans, on le connaît depuis toujours, mais à 36, il ne parle pas à mes assistantes de recherche qui sont des jeunes femmes. Et puis, en fait, là, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est déprimé ou... Mais en fait... il essayait d'escalader la table pour échapper à la situation, mais en fait, je pense qu'il était juste timide. Ça l'intimidait d'avoir ces jeunes femmes qui arrivent chez lui. En tout cas, voilà, je vais vous lancer la vidéo. Et là, il a dit, take my picture, prends ma photo. I must smile, il faut que je souris. Prends ma photo. It looks great. Oh ouais, c'est génial, t'es beau. Et puis, c'est une autre personne qui n'a pas un QI très élevé, Et voilà un autre enfant avec un QI faible, mais qui a une belle vie. En fait, les parents approchent des 70 ans. Il est très heureux, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'a pas de frères et sœurs. Mais il a un travail qu'il assume pendant quelques heures, pas toute la journée, mais il aide dans la maison, il fait un peu la cuisine et ses parents l'ont vraiment aidé à maximiser ses compétences et il est très fier de lui. Et c'est un autre garçon que je voudrais vous faire voir. Donc il sait ce qu'il veut, vous allez voir, il sait ce qu'il veut. Il lâche pas sa main. Et c'est un enfant qui n'était pas si différent, pas aussi heureux que celui de tout à l'heure, mais pas aussi différent par rapport à ses habiletés. Et le voilà à 25 ans. Il est très gros. Il est en surpoids, ce qui est un énorme problème dans notre échantillon. Beaucoup de surpoids. Et on les voit devenir encore plus gros. Ils grossissent tous. Et c'est particulièrement dû aux médicaments antipsychotiques, le surpoids. Et donc, vous l'avez vu. En fait, on essayait de le faire applaudir sur ce jeu, mais bon, il ne le faisait pas. Mais ce qui est vraiment sympa, et vous allez le voir ici, c'est qu'il a appris à le faire. On ne lui a pas montré, mais
Score! Woo! Can I try? Oh, my turn. Oh, so close. Oh. Thank you. Et il s'est baissé, ce qu'il n'aurait pas fait 4 ans auparavant. Et en fait, je pense pas que sa maman se soit exercée là-dessus. Ce qui est important pour lui, c'est que il a 2 nouvelles activités et sa maman a été vraiment impressionnée parce que c'est lui qui a créé ces activités. L'une d'elles, c'est de sortir une chaise à l'arrière, dans la cour arrière, et puis avec et un verre d'eau, et il s'assoit là et il regarde les oiseaux, et c'est vraiment une activité qui relève de sa propre initiative, personne ne l'a poussé, et vraiment c'est quelque chose qu'il semble vraiment aimer. Une autre chose qu'il a découvert, c'est que il y avait des photos de famille anciennes dans un tiroir, et il les sortait, et et après il les met sur la table, et puis il se mettait à faire du flapping, à chanter, et puis très très heureux, et puis sa maman arrive et lui dit ben voilà ta grand-mère, voilà ta petite sœur, et puis et en fait ce qu'on cherche à savoir, c'est comment est-ce qu'on peut aider les familles à générer plus d'activités comme ça que les gens peuvent apprécier, même si ils n'ont un fonctionnement qu'à un bas niveau, et aider leurs adultes à trouver ces activités dans lesquelles ils peuvent trouver. Et ça, c'est en fait la manière dont on a synthétisé ça, l'attente, la norme d'attente ou le niveau d'attente. Bientôt fini, les gars. Mais l'attente standard de ce qu'est un résultat pour un adulte, c'est pas quelque chose qui fonctionne avec les personnes avec un autisme profond. Et vraiment, ça ne convient pas de dire bon bah ils ont pas de travail à temps plein, donc voilà, c'est profond. On a regardé le système de l'OMS qui implique en fait alors, tous ces petits carrés en bleu, ça veut dire que la personne a un ami. Et un ami, c'est quelqu'un que l'on voit régulièrement, qui n'est pas de votre famille et qui n'est pas payé pour passer du temps avec vous, mais quelqu'un qui passe du temps avec vous et que vous appréciez de voir. Et donc vous voyez qu'il y a une bonne partie qui ont un enfant, enfin un ami. Et donc la barre, on l'a mise à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire toute l'hygiène corporelle et puis quelques corvées dans la maison. Et là aussi, on voit que c'est moins de la moitié. Et puis, les activités en cours, une espèce d'emploi. Le vert, c'est travail bénévole. Beige, c'est d'aller vers un centre spécialisé. Et plus de la moitié de notre échantillon reste à la maison, n'a pas d'activité. Et en fait, beaucoup de ces familles habitent à la campagne et ça n'est pas facile de se déplacer. Et quand on combine tout ça et que des gens qui avaient tout en bleu et les gens qui n'avaient rien, c'est ceux qui sont en orange. Et notre travail, les gars, notre travail à nous, c'est de réparer ça. Parce que ça, c'est pas bien. Il faut pas que ça existe. Et c'est pour ça que les parents de personnes avec un autisme profond essaient de nous dire secouez-vous. Il faut vraiment regarder cette situation parce qu'en fait, ces personnes se perdent dans le système. Elles sortent des radars et il ne faudrait pas. Donc, je pense qu'il y a une étude actuellement, qui vient de finir la collecte des données, ou alors les personnes ont été interrogées dans le monde sur ce qu'elles pensaient de l'autisme profond et des questions sur tout ça. La réponse était vrai-faux. Et il y a eu différentes personnes qui ont dit ouais, on pourrait peut-être le mettre à 70 ou 90, donc différentes affirmations.
Donc ça a été transmis. Donc moi, j'essaye de rester à l'extérieur de ce groupe parce que j'ai l'impression d'avoir été tellement au centre. Il faut que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent sans se préoccuper de me vexer ou pas me vexer. Il faut que je reste en dehors de ça. Et en fait, le point, c'est que quelqu'un va bientôt écrire un article avec un consensus qui va pouvoir dire des choses, comment on va faire mieux, parce que vraiment, il peut y avoir une solution par rapport à ce que, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça pourrait être quelque chose de fait par un non-psychiatre, quelqu'un qui n'utilise pas le QI versus comment on utilise en fait les registres, les historiques. Donc le point, en fait, la taille des cercles ici, au cours du temps, montre le niveau d'importance de différentes circonstances. Pour un enfant jeune, tout à gauche, la famille et les parents, ça fait une grosse différence. C'est pour ça que le cercle bleu famille est très gros. Et puis pour un adulte, en fait, la communauté et les autres adultes prendront un peu plus de pondération. Mais en fait, c'est pas vrai, encore une fois, pour beaucoup de nos échantillons. Et pour en revenir à ça, si vous regardez ici quels sont les besoins et où est-ce que les personnes peuvent trouver de l'aide, en fait, c'est différent. Enfin, c'est pas dans le système médical standard où on vous dit revenez pour. En particulier, le psychiatre, c'est pas celui qui se préoccupe de savoir comment vous montez ou pas dans le bus. Et moi, j'aime bien ce dessin parce que il suggère que les gens ont des trajectoires différentes. Et Giacomo va parler de ça jeudi. L'idée que, en fait, on commence et que si on n'apprend pas à parler, la vie va être différente si on ne parle pas. Parce que d'abord, il faut essayer d'amener tout le monde à un état verbal. Et puis ensuite, on passe la vitesse pour ne pas, quand on a 14 ans, passer toute la journée à essayer d'écrire son prénom, mais ne pas apprendre à parler. Donc, un enfant qui est très hyperactif, il a peut-être besoin d'un environnement différent par rapport à un enfant qui est très calme et passif. Donc, réfléchir à ces alternatives. La dernière chose, et ça vient de l'article du Lancet, qui a été dessiné par Andrew Plico, notre statisticien, qui dit que vous soyez en état d'autisme profond ou alors que l'on soit un savant hyper capable avec beaucoup de ressources. Et voilà les extrêmes ici. Puis si on lève le niveau en termes de service, mais pas en termes d'attente, si on aide plus, tout le monde va monter. Et ça, on peut le faire. L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette nuit ou à partir de maintenant, c'est de déclencher cette réflexion auprès de vous. Parce qu'en France, vous disposez d'aides, de soutien dont on n'a pas du tout l'idée aux États-Unis. Vous avez une culture différente. La question de comment est-ce que vous pouvez faire ça et s'assurer que tout un chacun reçoive l'attention et le soutien dont il a besoin. Et en fait, ça, c'était une carte pour Noël. Il y a 2 des garçons qui ont un autisme, mais en fait, c'est pas une addition et puis voilà ce qu'on obtient. Mais en fait, on agrège tout ça avec toutes les autres parties, toutes les autres facettes de votre personnalité, vos forces, vos faiblesses. Et une force, il y a un des garçons, c'est qu'il était tellement gentil que vraiment, et changer les draps, c'était génial pour lui et il le ferait 10 fois par jour, alors que c'est pas quelque chose que n'importe qui ferait. Et pensez à l'autre garçon qui était tellement charmeur, et imaginez le mettre en vitrine et il sourirait toute la journée. Imaginez-le travailler dans une blanchisserie, par exemple, où il accueille tout le monde avec le sourire. Moi, dans une blanchisserie, je serais peut-être un peu grognon. Mais voilà, ses qualités, c'était ça. Même si l'autisme joue un rôle, ça n'est pas que ça qui définit. Le travail que j'ai fait, évidemment, c'est pas juste moi, c'est tous ces collaborateurs et on remercie en particulier toutes les familles et ces garçons qui ont 32 ans, qui nous ont supportés depuis 32 ans.
Et des fois, on leur apporte du poulet frit et puis parfois, c'est eux qui viennent avec. Parfois, on vient avec tout un tas de choses. Et puis, parfois, en fait, les familles nous invitent pour un dîner de Thanksgiving à 10 heures du matin. Et en fait, c'est une forme de remerciement. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose de réciproque. Et puis, merci aussi aux agences de financement qui ont permis ça. Et merci beaucoup à vous de... Voilà. Thank you so much. It's amazing, all you. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire toutes les données que vous nous avez montrées. Surtout vous présenter et votre profession, s'il vous plaît. Merci. My name is Dominique Donat. Je suis Dominique Donat-Camel. Je suis parent d'un jeune garçon. I would like to know your reaction. J'aimerais savoir votre réaction parce que j'ai lu dans le Lancet il y a quelques mois une tribune écrite par des autoreprésentants autistes qui ont argumenté contre la notion d'autisme profond. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cet argument contre l'autisme profond? Vous allez peut-être en entendre parler demain. Je me sens vraiment très mal et je suis triste de ça parce que je travaille avec beaucoup de personnes adultes qui ont un autiste, qui ne sont pas des autistes profonds, et la plupart d'entre eux ne sont pas contre cette terminologie, mais je pense que certaines personnes qui sont très férocement, qui s'expriment très très durement contre. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'imperfections. Je pense que le terme profond, profound, n'est pas un mot profond, mais en l'absence d'alternative, c'est ce qu'on utilise pour l'instant, et quand on trouvera quelque chose de plus approprié, ça sera remplacé. Mais il y a en fait le besoin de reconnaître qu'il y a véritablement des gens qui ne peuvent pas faire la plupart des choses qui sont importantes et que les gens peuvent faire, et que les gens oublient simplement. Moi, je fais partie d'une commission d'État sur les droits des personnes handicapées, et en fait, et tout le monde dit tout le monde doit pouvoir aller à l'école dans des conditions ordinaires, mais moi je pense que c'est pas vrai, tout simplement, c'est pas possible. Qu'est-ce que vont obtenir ces personnes qui vont aller suivre un cours ouvert à tout le monde, alors que à l'âge de 15 ans, ils ont un âge mental de 2 ans et ils se retrouvent dans une classe avec des enfants qui ont 12 ans et qui ont 12 ans d'âge mental. Donc voilà, d'avoir un travail et la notion que tout le monde doit pouvoir travailler à plein temps et de recevoir des gages, c'est juste pas réaliste. Mais je pense que ça ne veut pas dire que tout le monde peut, et ça veut pas dire que tout le monde peut travailler à plein temps nécessairement, mais bon, je pense qu'il faut vraiment faire très attention, et je suis pas totalement certaine. Je pense que Dr Nicolai va parler de ça demain. Je pense que c'est très triste que l'on ne puisse pas être une communauté commune qui travaillent ensemble autour de la question de l'autisme pour atteindre les mêmes objectifs et qui soient inclusives de tous. Et je pense pas forcément que les personnes qui sont qui sont leurs propres avocats sachent quelque chose de ces personnes dont je vous ai parlé ce soir. J'ai été dans une réunion et je pouvais pas y croire. Quelqu'un a dit, on parle de quelqu'un qui peut pas parler pour elle-même. Et en fait, là, c'était, vous mettez-leur un dispositif d'écoute, enfin un dispositif auditif, puis ça va marcher. Ça peut marcher, mais pas pour tous. Et ça, c'est ridicule de vouloir appliquer ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui, à 30 ans, fonctionne comme un enfant de 3 ans,
Voilà, ça me rend tellement triste et j'ai pas envie de me batailler, j'ai pas envie de m'engueuler avec des personnes, en particulier des personnes qui ont un autisme ou qui... Mais la véhémence et les choses horribles qui peuvent être écrites ou dites à des parents par des personnes qui ont un autisme et qui disent parler au nom de tous les autistes sont juste horribles et ils ne savent pas à quel point c'est horrible de les entendre. Et ça, je trouve que c'est d'une tristesse profonde. C'est tellement dommage. Mais encore une fois, je pense que c'est pas quelque chose de fini. On n'est pas à un aboutissement. Je vais pas vous demander juste de signer au bas de la page parce qu'on a tout écrit. Non, mais là, la reconnaissance que certaines personnes ont besoin d'une aide différente et de beaucoup d'aide. Donc, un de mes amis a un programme pour des femmes avec autisme et cet ami a dit que en fait, c'est pour les femmes avec autisme verbal. Et la personne qui a lancé ce truc, qui est une femme qui a un autisme et qui a fait des études universitaires et qui est riche de ressources et qui voulait donner de l'argent. En fait, elle voulait ça pour des femmes comme elle. Et puis ensuite, elles ont invité à venir dans le programme des femmes qui n'étaient pas aussi intelligentes, qui pouvaient quand même parler, mais qui avaient des besoins différents parce qu'elles ne parlaient pas et qui étaient dans des relations, mais qui avaient besoin pas pour qu'on les aide à s'habiller, mais pour trouver leur place dans la vie. Alors qu'au départ, elle avait commencé avec des femmes qui pouvaient faire tout un tas de choses et qui se mettaient en colère sur la manière dont on les traitait, mais qui n'avaient pas besoin d'aide pour prendre le bus, ni s'habiller ou descendre dans le métro. Et il y a aussi, en fait, les personnes avec qui elle travaillait, c'est des personnes qui savaient qu'elles avaient un autisme et qui n'avaient pas envie forcément de parler de ça. Et maintenant, il y a un troisième groupe de femmes qui ont eu un diagnostic, qui veulent parler de ça, de leur autisme. Et donc maintenant, voilà, c'est un groupe avec 3 types de groupes différents. Des femmes qui savent depuis des années qu'elles sont autistes et des femmes qui ont des besoins basiques totalement différents. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin, en fait, que chacun ait une place quelque part. Donc, voilà. Notre étude longitudinale nous a permis de les connaître. Et puis, en fait, depuis 32 ans, on les voit évoluer autour de l'autisme. Et en fait, c'est pas quelque chose dont ils ont envie de parler. Voilà, ça fait partie. Mais ça, c'est quelque chose qui est très différent de la situation de quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic d'autisme. Et en fait, il faut pas se sentir des instincts de détenteur de brevet sur la question qui dit c'est comme ceci et pas comme cela. Et ça m'appartient comme définition. Donc, voilà, je pense que c'est une réponse très très longue à votre question. Désolée. D'autres questions? Et alors, je m'appelle Grégory. Je suis très heureuse de vous. Je suis un représentant de moi-même et je suis tout à fait d'accord avec cette notion d'autisme profond comme outil. Mais j'ai quand même j'ai peur d'avoir ça en France, en particulier en France, parce que comme vous l'avez dit dans vos slides, en fait, les mots en italien, en espagnol et en français sont pas forcément appropriés. Et en fait, ici en France, on a la psychanalyse où on peut entendre des choses du genre des troubles, du fait que les psychanalystes disent qu'il n'y a pas de trouble de TND, ou alors on pointe l'erreur d'avoir un enfant autiste. C'est la faute de la mère, c'est la faute de la mère. C'est à cause de la maman que l'enfant est autiste. Et vous avez vu les taux de divorce.
Et moi, je fais partie aussi d'un conseil consultatif de personnes handicapées où on parle régulièrement avec le gouvernement par rapport à la scolarité, par rapport aux besoins scolaires. Et on n'est pas la situation est pas brillante par rapport à ça. Et nous avons l'amendement Créton. Il y a des personnes qui sont dans des IME qui sont coincées au-delà de l'âge limite qui est autour des 20 ans. Et moi, j'ai peur que d'avoir une ségrégation sur le diagnostic de l'autisme profond, il pourrait y avoir un mésusage qui pourrait aider pour pouvoir donner une aide à des personnes qui ont des besoins spéciaux, comme vous en avez parlé. Pour contrebalancer en fait le besoin par des adultes qui nécessitent d'avoir un soutien substantiel. Je pense que vraiment en France c'est difficile en France d'avoir une aide lorsque vous êtes verbal, que vous pouvez parler, c'est difficile et donner au gouvernement encore les moyens de dire on doit supporter l'autisme profond mais pas le non profond. Eh bien, en fait, je pense qu'on va pas vous comprendre sur le besoin de diagnostic, de nuances diagnostiques, et que ça va leur donner des outils pour faire quelque chose qui est difficile à mettre en place. Encore une fois, pour équilibrer ça par rapport à la partie basse du spectre. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. En fait, je me demande si en France, c'est une bonne idée d'avoir en fait ce diagnostic séparé. Voilà, merci. En fait, je pense que ce sont des questions tout à fait raisonnables. Hein, et je pense qu'il y a... on ne devrait pas y penser comme étant une partie, que s'il y a de l'argent qui va vers des personnes qui en ont besoin, que ça va retirer à d'autres. Il faut se battre contre cette idée. Mais effectivement, c'est réaliste de craindre cela. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit ça par rapport à l'autisme, par rapport aux déficiences intellectuelles pendant des années, sur pourquoi on en fait tant autour de l'autisme, alors que voilà, des personnes qui ont un TND, qui ont aussi besoin de soutien de la même manière. Tout à fait vrai, mais je pense pas que le fait que les personnes qui ont un autisme obtiennent un soutien, que ce soit mauvais. En fait, il faudrait que tout le monde puisse obtenir du soutien. Moi, je voudrais dire qu'en fait, il faut qu'on fasse vraiment très, très attention à ce que ça n'arrive pas, parce que ça n'est pas l'intention. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la notion de autisme profond parce que c'est c'est ce qu'on m'a demandé. Mais il y a tout un tas d'autres personnes qui ont d'autres besoins et qui ont besoin de plus de services, en particulier pour les adultes. Donc, c'est vrai pour tous. Et il nous faut trouver, en fait, les manières d'obtenir du soutien. Tout à fait d'accord avec vous, mais j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Mais moi, je pense que si on fait ça et qu'on offre un front uni, c'est-à-dire voilà l'autisme et on a besoin de tout un tas de soutien, parce que c'est un spectre. Et n'oubliez pas cette notion de spectre et au moins éloigner les gens de l'idée que les personnes qui ont un autisme sont tous super compétents, intelligents, que ce sont des savants. Mais bon, et les personnes peuvent avoir des compétences et des forces si on les y amène. Mais tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais quant aux mots, la terminologie, si on pouvait donner le nom de quelqu'un, de dire par exemple l'autisme de Marie ou l'autisme de Joseph, enfin quelque chose, parce que vraiment ce mot n'est pas parfait et il est tellement porteur d'autres stigmates, même en anglais, c'est pas top. Mais une fois qu'on a dit ça, de dire personne avec un besoin de soutien substantiel, ça marche pas quoi.
Non, et puis si on dit personne avec tel type d'inhabilité, de handicap, parce que on est tous pressés, on a besoin d'un terme facile, simple, rapide. Si vous avez des idées, eh ben s'il vous plaît dites, et puis je vous promets qu'on va les répandre. D'autres questions? Good evening. Bonjour. I'm Isabel. I'm a speech language therapist. Donc, je suis orthophoniste. I work with Je travaille avec des enfants de 9 ans, autism. avec autisme profond. Is there a hope? Est-ce qu'il y a un espoir que ces enfants parlent? Parce que les parents me demandent tous les jours, Would we be able to talk? est-ce qu'on va pouvoir parler? Est-ce qu'elle va parler? Il va parler un jour? The chances of them Mais je pense que la possibilité que ces enfants soient fluides et parlent couramment, si elles n'utilisent pas leurs propres phrases, des phrases pas juste des phrases mémorisées, mais des phrases créées, fabriquées par les personnes elles-mêmes, cette chance-là est très faible, n'est pas inexistante, mais très très faible. On a découvert des choses, mais enfin, vraiment, la probabilité est très faible. Donc, je pense que ce que vous pouvez faire, et j'imagine que vous le faites, c'est de prendre la moindre chose qu'ils peuvent faire et puis augmenter ça. S'ils ont des gestes, eh bien, il faut leur enseigner plus de gestes. S'ils ont des mots, eh ben, utiliser ces mots dans d'autres situations. S'ils peuvent reconnaître des photos, des images, eh bien, en fait, la question, c'est comment est-ce que je peux les aider à communiquer ce qu'elles veulent, ces personnes, ces enfants? Je pense qu'il y a énormément de choses que ces enfants peuvent apprendre, mais le dernier jeune homme là, qui avait un QI très très faible, eh ben en fait même lui, ça semble très mineur, mais le simple fait de ramasser quelque chose tombé par terre à l'âge de 26 ans, alors qu'à 21 ans, c'était pas possible, ça n'arrivait pas. Ça lui serait jamais venu à l'idée d'aller se baisser pour ramasser quelque chose qui est tombé à 21 ans, et là à 26, ça marche. Il a acquis cette compétence et il est très heureux il y a des améliorations, mais en fait, espérer qu'ils se mettent à parler comme un livre ou alors être très fluide, le pourcentage est tellement faible. Merci. J'ai un petit-fils de 15 ans qui correspond... Oui, je ne vais pas parler en anglais. Yep, I'm I think I'm in the English channel, but Oui, mais il y a une bonne traductrice. There we are. Oui. Elle est très bonne. Okay, I got it. Thank Okay. you. Ready. Vas-y. J'ai un petit-fils de 15 ans qui, selon votre intervention de ce soir, correspond tout à fait au profil que vous avez présenté. Et moi, je voudrais vous remercier beaucoup parce que le sous-titre de vos conférences, c'est « Les grands oubliés de la recherche ». Et ce type de profil fait partie des grands oubliés de la recherche. Et ce que vous nous avez apporté ce soir, quelle que soit la difficulté à parler, montre très bien que l'espoir sur toute une vie est extraordinaire et qu'ils sont en capacité, avec des compétences, il suffit d'aller les chercher, en particulier les compétences fonctionnelles. Et là, je crois que la force de votre intervention ce soir, c'est de nous montrer quelles sont une des voies très très importantes qu'il nous faut développer dans la recherche. Je voulais simplement vous dire ça, parce que vous avez beaucoup apporté.
Bonjour. Irène Faure, je suis médecin psychiatre. Je vais aussi poser ma question en français pour que ça soit plus clair pour moi, même si ça l'est moins pour vous. Vous avez insisté plusieurs fois sur le fait qu'il fallait pas poser des diagnostics trop tôt chez ces enfants, notamment quand l'autisme était profond. Mais il est aussi recommandé de faire des diagnostics précoces pour améliorer la trajectoire de vie de ces enfants. Du coup, on peut s'en sortir en se disant que on repère un risque, qu'on les accompagne comme si jusqu'au moment où on pourra poser le diagnostic. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui était pour vous un âge raisonnable pour poser le diagnostic. Du coup, chez ces enfants-là, je travaille en centre ressources autisme. Du coup, c'est mon travail. Merci. So, sorry, I think I partly... Je pense que je n'ai pas forcément été tout à fait claire. Je pense que vous pouvez diagnostiquer l'autisme à un âge précoce comme 2 ans ou peut-être même plus précoce, mais il faut faire attention parce qu'il y a des enfants qui ont l'air autistiques à 2 ans et qui ne le sont pas à 3 ans et on peut diagnostiquer de l'autisme. Mais je pense que il faut savoir quel niveau de cognition on a. Donc, cet enfant non-verbal, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que cet enfant non-verbal de 2 ans peut faire des choses autres? Et je pense que parfois, ils peuvent être très bons à communiquer avec leur enfant, mais pas à comprendre ce que l'enfant ne reçoit pas du reste du monde et à quoi ressemble en fait leur verbalisation. Et en fait, de dire à 2 ans, cet enfant va être un autiste profond sur toute sa vie, ça n'est pas bon. Moi, j'aimerais attendre au moins jusqu'à 8 ans. 8 ans. Parce que certains des parents avec lesquels on travaille, d'enfants profondément atteints, aimeraient que ça soit plus précoce, à 5 ans ou même plus jeune. Et statistiquement, peut-être avec notre échantillonnage, l'échantillon qu'on suit, on pourrait dire des choses à 5 ans et on aurait 86% d'exactitude. Mais mon souci, c'est que je ne veux pas sous-estimer des enfants. Moi, je détesterais sous-estimer des gosses. Certains des enfants, ça pourrait être très clair, mais je me soucie aussi de la scolarité. Je ne sais pas si c'est un souci en France, mais aux États-Unis, les gens essayent de pousser de plus en plus, en fait, pour l'école pour des enfants qui, 8 ans, des enfants qui ont un niveau de 2 ans. Voilà. Certains enfants peuvent lire, mais ne pas parler. Mais s'ils ne peuvent pas apprendre l'alphabet après 4 ans, mais à un moment donné, je pense qu'il faut commencer à faire quelque chose. On pourrait revenir un peu plus tard, mais pourquoi ne pas leur faire quelque chose qui les aide, qui les intéresse et qui les fasse avancer? Et ça, c'est difficile à faire, je pense, parce qu'on n'y pense même pas. Ce que devrait faire un enfant de 8 ans qui a un niveau de 2 ans, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais c'est quelque chose de possible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les parents poussent à ce qu'on dise pourquoi est-ce qu'on nous a pas aidé à enseigner à notre enfant à se laver ou se verser une brique de jus d'orange sans en verser partout. Des choses tout à fait pratiques plutôt que de leur faire 2 plus 6 ou de l'arithmétique alors qu'ils ne peuvent pas compter, ils ne comprennent pas que 3 c'est supérieur à 1. Donc je pense que ça fait partie de la pression. Mais moi je veux pas dire qu'il faut pas diagnostiquer les enfants, certainement pas. Moi je dis juste ne dites pas à 5 ans qu'ils ont un autisme profond. C'est tout ce que je voulais dire. Désolée, je pense qu'il y avait une confusion sur ce que j'ai dit à cet effet. On va peut-être rester ici toute la nuit, les gars, si vous êtes d'accord. Ouais, la dernière question. Sorry.
Good evening, my name is Gwenaëlle. Alors bonjour, je suis Gwenaëlle et je suis infirmière cadre. Je travaille pour une structure qui prend soin d'enfants qui ont des déficiences sensorielles, parfois aveugles. Et on accueille depuis quelques années maintenant des enfants qui ne communiquent pas, autistes et non communicants de façon profonde, qui sont aveugles, sourds ou parfois sourds et aveugles, et ce qui augmente en fait les difficultés. Et une fois que le diagnostic est posé, c'est assez difficile pour l'équipe de savoir par quoi commencer, quelles actions lancer concernant ces enfants. Donc j'aimerais savoir quelles sont vos recommandations à la fois pour l'équipe, les équipes qui prennent en charge ces enfants au quotidien, et puis pour les conseils médicaux et puis les conseils d'administration concernant les priorités par rapport aux soignants. Et puis, ah là là, mon Dieu, c'est vraiment génial que vous fassiez ça. Il y a peu de choses qui soient plus difficiles que ce que vous essayez de faire. Et je pense que en termes de priorité, je penserai d'abord aux choses dont on a parlé, la sécurité. Et quel est l'environnement doit avoir cet enfant pour qu'il soit en sécurité. Puis ensuite, la communication. Comment cet enfant peut-il communiquer s'ils ne peuvent pas entendre, s'ils ne peuvent pas voir ou s'ils sont sourds et aveugles. Et puis, je pense que j'utiliserai... Qu'est-ce que fait l'enfant pour communiquer là, déjà? Est-ce qu'ils font des sons? Est-ce qu'ils saisissent? Est-ce qu'ils touchent? Est-ce qu'ils sont assez mobiles? Et puis, je regrette. Voilà, j'observerai toutes les stratégies que cet enfant déploie pour communiquer, et j'aiderai aussi cet enfant à se déplacer dans l'espace, parce que c'est des enfants qui ont besoin de bouger et qui ont besoin d'exercice, et il faut que ça soit fun. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans un programme pour lequel je travaillais avant. C'est des enfants autistes et sourds. Ils avaient un programme génial pour que les enfants jouent simplement à des jeux, et que ils ne peuvent pas entendre, mais ils peuvent voir. Et donc je leur enseigne à passer d'un point à un autre, et puis je leur enseigne la manière d'y aller très vite, très lentement, ralentir, accélérer, toutes les choses qu'on peut faire avec un enfant sourd. Concernant les enfants aveugles, j'ai moins de connaissances, mais je pense qu'on commence par les mêmes questions, c'est-à-dire comment est-ce que je l'aide à passer de tel espace à tel autre, parce que une des plus grandes résistances par rapport à ça, c'est moi je crois qu'il n'y a pas une solution magique simple, mais moi je pense pas qu'on puisse prioriser de dire d'abord la vue ou l'audition, mais on peut se dire si cet enfant est autiste, il y a des choses. La répétition, par exemple, aide beaucoup de façon générale. La structure, c'est-à-dire répartir les choses, remettre des petites étapes, des micro-étapes. Travailler de gauche à droite, quoi que je fasse, par exemple, si je fais un sandwich, par exemple, ou si je plie des vêtements, ou si j'écris, je vais passer de la gauche vers la droite. S'il y a un conteneur que je peux l'ouvrir, il faut que je l'ouvre, que je mette quelque chose dedans et que je le ferme. Des routines comme ça qui va aider, y compris pour les enfants qui ont un autisme. Et je pense que de donner des informations multimodales, quel que soit le mode d'information qu'ils peuvent recevoir, et l'idée que si j'ai des boîtes de jeux,
Les boîtes peuvent avoir une odeur, une texture différente. Si je peux voir, ça peut être de différentes couleurs, ça peut être... En fait, la question, c'est comment faciliter l'action pour cet enfant pour qu'il fasse différentes choses. Mais vraiment, je reconnais que vous avez un travail extrêmement ardu. Mais c'est tellement génial. Et ben là, je suis en train de penser à Hélène Keller. Hélène Keller, qui a été renvoyée de partout, mais qui a pu faire des choses extraordinaires. Mais en fait, il faut pas se mettre à espérer que tout le monde soit Hélène Keller. Mais là, il faut y aller petit à petit, étape par étape. Comment est-ce que je communique? Et puis une autre chose, c'est qu'est-ce qui est important pour l'enfant? Et j'ai appris ça quand j'étais étudiante. Je faisais de la BA avec un enfant et j'essayais de lui apporter le son bas. Et je devais travailler 1 heure avec lui pour le faire dire bas. Et en 1 année, il n'a pas dit bas. Et vraiment, mais on a été crucifiés tous les deux pendant 1 année. Et ce que j'ai fait, et puis maintenant que j'y pense, je me dis mais j'étais plus intelligente que ce que je pensais. Et en fait, c'est que on allait aux toilettes, il adorait l'eau, et on allait aux toilettes toutes les 10 minutes, et il a appris à se laver les mains avec du savon et se sécher les mains. Et ça, c'est quelque chose qu'on adorait, c'est-à-dire d'aller aux toilettes. Mais je pense que je peux utiliser le fait que j'ai utilisé le fait qu'il aimait l'eau. En fait, j'aurais pu lui apprendre à se laver les cheveux. Et en fait, ce type de stratégie peut peut-être faire une différence. Qu'est-ce qui a de la signification? Qu'est-ce qui est important pour cet enfant et sur quoi est-ce qu'ils ont envie de communiquer? Et comment est-ce que je peux apporter l'appui à ce qu'il aime? J'espère que ça vous aide un peu et puis bonne chance. Donc on va s'arrêter sur cette dernière question. Je vous rappelle que Catherine Lord nous fait le plaisir de nous se mettre à disposition pendant la session de rencontre avec les experts. Donc vous pourrez poser toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder ce soir, vu l'heure tardive. Merci à tous.